Bon, aujourd'hui on va pas parler de lore. Enfin si, on va quand même en parler, mais pas comme d'habitude. Aujourd'hui on va parler d'adaptation et on va se faire une petite réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne adaptation. Adapter une œuvre vers un autre média, ça se fait depuis bien longtemps. On va faire un historique. On peut remonter jusqu'au 5e siècle avant JC avec l'adaptation de l'Iliade et de l'Odyssée d'Homère en pièce de théâtre par Thespis. Donc on va pas faire d'historique. D'autant plus que Thespis, il est considéré comme étant l'inventeur du théâtre. Donc autant dire que narration et adaptation, en plus de rimer, c'est fort lié. Et ça, c'est si on prend pas en compte que l'Iliade et l'Odyssée ne sont pas déjà une adaptation de récits transmis oralement depuis quelque temps. Alors, il serait assez malhonnête de faire comme tous les aigris et de lâcher. Non mais les films, c'est plus que des adaptations, rien d'original, de bon temps. Parce que la première adaptation cinématographique, c'est Le Voyage dans la Lune de Méliès, en 1902. Voilà, il a fallu 7 ans pour que le cinéma pompe dans les romans. Et hormis de la Terre à la Lune de Jules Verne, il pioche aussi des idées dans Les Premiers Hommes dans la Lune de H.G. Wells, sorti en 1901. Donc, non seulement ils n'ont pas attendu longtemps pour copier les bouquins, mais en plus ils attendaient à peine une année pour adapter le dernier succès littéraire. À peu de choses près, oui, un peu comme Hitchcock et son Psychose, le roman de Robert Bloch étant sorti 1 an avant. Tiens, ça fait 2 fois que tu mentionnes Hitchcock dans ce format. Qui sait, ça va peut-être être une récurrence. Mais Psychose va nous permettre de conclure notre introduction, parce que le bouquin et le film, ils sont assez différents. Je vais pas aller plus loin pour ne pas spoiler, mais c'est différent. Pourtant, personne ne remet en cause la qualité du film, qui est devenu un classique, si pas le classique d'Alfred Hitchcock. Et pour ce qui est du roman, bah tout le monde s'en fout. Donc, ni une ni deux, on va se pencher pour savoir qu'est-ce qui fait une bonne adaptation, et surtout, pourquoi est-ce qu'on préfère une adaptation à une autre. Quand on adapte une œuvre d'un média vers un autre, ou vers un même média d'ailleurs, oui, dans le même panier on peut aussi y mettre les remakes et les reboots vu qu'ils fonctionnent sur le même principe. On peut bien souvent ranger les consommateurs de cette nouvelle version dans 2 catégories. À savoir d'un côté ceux qui ne connaissent pas le matériau d'origine, et ceux qui le connaissent. Le premier groupe va aller voir le film, lire le bouquin, jouer au jeu, et donc ils vont juger l'œuvre comme étant quelque chose de nouveau, parfois même sans savoir qu'il y avait quelque chose à l'origine. Par exemple, je suis sûr que certains d'entre vous ont joué à The Warrior sans savoir qu'il était tiré d'un bouquin. Parce que c'est un bouquin à la base. Et le second, qui utilise très souvent la critique, oui mais ça respecte pas l'œuvre originale. En vrai, ce qu'on critique bien souvent, c'est le respect du lore. Machin, c'est censé être le frère de Bidule, mais là c'est que son cousin, donc c'est sans doute le pire film du monde. Eh ben, je vais dire un truc que je pensais pas dire sur cette chaîne. Le lore, on s'en fout. Ce n'est pas important dans une adaptation. Comprenez par là que si un personnage ne respecte pas son passé, ses relations ou son caractère, ça n'en fera pas forcément une mauvaise fiction. Tout comme l'inverse n'en fera pas forcément une bonne d'ailleurs. Le lore, il se doit être cohérent dans cette nouvelle version. On va y revenir après, mais si vous adaptez que la moitié du lore, il y a de fortes chances pour que ça devienne vite n'importe quoi. Parce que ce qui compte avant tout, que ce soit dans l'œuvre de base ou dans son adaptation, ce sont ses valeurs. Ainsi, si on a envie de raconter une histoire qui va transmettre d'autres messages, et que pour ça on doit changer certains points, eh ben on les change. Par exemple, j'ai déjà dit mon amour pour la version Teenage Mutant Ninja Turtle Adventure d'Archie Comics, qui a présenté et créé énormément de personnages. Des personnages qui ont été repris en grosse partie par la version d'IDW, mais autant le dire, il y a plus grand chose qui correspond. Shredder et Krang sont ennemis, Baxter a troqué son costume de mouche pour redevenir le scientifique de sa première incarnation, mais c'est aussi lui qui a créé les Tortues et Splinter, qui sont, je le rappelle, des réincarnations. Et du coup, c'est bien ou pas ? C'est une série super cool. Oui mais c'est mieux que la version d'Archie ? C'est différent. La version d'Archie avait pas mal d'histoires qui tournaient autour de l'écologie, que ce soit la déforestation en Amazonie, la pollution des océans, ou la quête de Slash qui veut se retrouver un petit coin de paradis. Là où la version d'IDW va beaucoup plus se centrer sur l'histoire de la famille, commençant directement son histoire en rendant une des 4 tortues orphelines. Et ça, c'est que pour vous parler du début, histoire de pas trop vous spoiler. Les 2 œuvres sont différentes parce que les valeurs qu'elles véhiculent sont différentes, et celle que vous jugerez comme étant la meilleure sera celle dont la thématique vous parlera le plus. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la meilleure tout court. Alors, si vous voyez quelqu'un qui déteste votre version préférée, ou qui au contraire aime une version que vous détestez, posez-vous d'abord la question de savoir qu'est-ce qui lui a plu, ou pas dans la version qui était proposée. Oui, mais en vrai, c'est quand même la première version qui est la meilleure. Ça dépend. Prends le personnage de Balthazar Picsou. Il a 2 adaptations.
une série animée sortie fin des années 80 et un reboot sorti en 2016. Eh ben, je préfère celle des années 80. Donc, j'ai raison. Sauf que la version des années 80, c'est pas la plus fidèle non plus. Même si plusieurs épisodes s'inspirent fortement des œuvres de Karl Marx, on est très loin de sa première aventure, où notre oncle palmipède préféré était un antagoniste très loin d'un aventurier en quête de trésors. Et pourtant, hormis la dernière histoire de la jeunesse de Picsou, on est très peu à avoir connu cette version. Et encore, même là, l'histoire est devenue une quête de rédemption. Tout ça pour dire que le Picsou que l'on connaît tous, il n'est pas vraiment cohérent vis-à-vis de son lore d'origine. Et je pense que le personnage aurait eu beaucoup moins de succès s'il était resté un canard. Je crois que tu t'es trompé d'une lettre. Et avec Don Rosa qui a pris le relais, cette nouvelle version du personnage, elle s'est encore adoucie pour lui donner les valeurs héroïques qu'on lui connaît. Et pour la nouvelle série, le Tropper a fait une vidéo qui résume assez bien mon avis, donc je vais pas lui piquer son boulot. Allez voir sa vidéo, elle est cool. Et je présume que ta préférence n'a rien à voir avec le facteur nostalgie. De quoi? Bah le facteur nostalgie. Ah ouais, le facteur nostalgie. Quand vous aimez une ancienne version d'une œuvre et beaucoup moins la nouvelle, il y a beaucoup de chances pour que quelqu'un vienne vous parler du fameux facteur nostalgie. En vous précisant bien que l'œuvre originale ou la première adaptation, c'était pas si bien que ça non plus. À noter d'ailleurs que ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Si vous découvrez une première version d'une œuvre après une plus récente, il y a des chances pour que vous trouviez cette version moins bonne. Et oui, le facteur nostalgie il est bien présent, mais il n'est pas forcément systématique, et ce n'est pas non plus une carte piège à sortir dès que quelqu'un aime une ancienne version. Prenons un exemple, j'aime beaucoup Sailor Moon, que j'ai découvert avec sa première adaptation en 1992. Donc j'ai découvert bien plus tard le manga, et surtout la version de 2014. J'adore cette vieille version, malgré le fait que plus de la moitié des épisodes soient des fillers. Mais je lui préfère quand même le manga ou l'adaptation plus récente. Oui, mais ça c'est à cause de Sailor Chibi Moon. Oui, c'est en partie ça, mais on en revient au premier point. Ce qui est important, ce sont les valeurs que transmettent les personnages. Valeurs qui me correspondent mieux dans l'une que dans l'autre des versions. Mais on peut encore aller un peu plus loin. Parce que c'est un peu trop facile de blâmer cette élante nostalgie quand quelqu'un n'aime pas une nouvelle version. Avant de le brandir, il est bon de se souvenir pourquoi est-ce qu'on l'aimait bien à l'époque. Ça peut être pour un paquet de raisons. Peut-être qu'à l'époque, on aimait juste bien le pam pam boum boum. Mais ça, ce sont les œuvres qui ne nous ont pas forcément marqués. On va s'en souvenir lors d'une soirée entre potes à grands coups de « Ah ouais, c'est vrai que ça existait ce machin !» Genre, si je vous dis Pepper Ann, il y a beaucoup de chances pour que ça réveille un coin de votre cerveau qu'il avait complètement oublié. Ça a un rapport avec le sujet de parler de ce dessin animé, mais maintenant, une partie des gens ont le générique en tête. Mais les œuvres qu'on va défendre becs et ongles contre toute nouvelle version, ce sont celles qui nous ont marqués. Et si elles nous ont marqués, encore une fois, c'est à cause de leur valeur. Merde! Depuis une dizaine d'années, la toile s'enflamme périodiquement autour du personnage de Lara Croft et de ses deux principales versions. L'original, exemple de badassitude ultime, et la nouvelle version de 2013, qui n'est qu'une pauvre femme sans défense. Ouais, faudrait que tu marques ça dans un coin pour qu'on en parle aussi un jour de ce truc. Je m'en occupe. Et quand vous écoutez ceux qui préfèrent l'ancienne Lara, c'est pas tant que le gameplay était meilleur, ou que les graphismes étaient plus authentiques. Ça, on n'en fait plus des poitrines aussi triangulaires de nos jours. Non, ce qui revient le plus souvent, ce sont les valeurs que véhiculait cette ancienne Lara. Encore une fois, un modèle de badassitude qui ne se laissait pas marcher sur les pieds. Mais la nouvelle Lara, elle véhicule juste d'autres valeurs, elle a juste d'autres choses à raconter. Et non pas que c'est une faible femme. Donc la nostalgie, elle peut avoir un impact pour notre amour sur telle ou telle œuvre, mais c'est pas forcément systématique. D'ailleurs, si vous découvrez une œuvre en étant adulte et qu'elle vous plaît, dites-vous bien qu'elle est aussi potentiellement l'œuvre préférée d'un enfant à qui, dans quelques années, on lui ressortira cette même carte nostalgie, parce que l'adaptation en film, elle est peut-être pas bien, mais le comics à la base, il n'était pas génial non plus. Donc, en gros, si je suis le raisonnement, peu importe l'adaptation, parce que ça va toujours raconter quelque chose. C'est une façon très résumée et pas forcément juste. Si c'était le cas, on n'aurait pas des guerres de chapelle entre ceux qui se contentent de la nouvelle version et ceux qui défendent l'ancienne. Parce que si l'on peut trouver des valeurs différentes, ce n'est pas pour autant que toutes les valeurs se valent. Parfois, ça peut être en bien. Par exemple, le Namor cinématographique est quand même vachement mieux que son homologue de papier, qui, je le rappelle, gigote comme un poisson hors de l'eau dès qu'il voit une jolie fille, en plus d'avoir des problèmes récurrents de mémoire. Mais la version du MCU lui a apporté de nouvelles origines, pour en faire un personnage différent, et dans ce cas,
pour le mieux. On a pris des valeurs qui dataient et qui n'étaient pas forcément positives, et on les a transformées pour que le personnage raconte quelque chose de mieux. Dans un autre exemple, histoire d'encore défendre une version que personne ne semble aimer, l'adaptation de La Machine à explorer le temps par Simon Wells. D'ailleurs, vous saviez que l'arrière-grand-père de Simon, c'était Herbert George Wells, l'auteur du bouquin? Tout le monde connaît cette anecdote, c'est même la principale moquerie sur le réalisateur. Le fait que le talent, c'est visiblement pas héréditaire. Oui mais, il est bon ou pas? Disney a fait l'un de ses plus gros fours à cause de lui. Mais on oublie un peu trop facilement qu'il est derrière Le Prince d'Égypte et Fievel au Far West, et qu'il a bossé sur les animations de Shrek 2 et de Madagascar. Disons qu'on pourrait en parler longtemps du bonhomme pour montrer que, oui, il a quand même un peu de talent. Mais si le film s'écarte de son arrière-grand-père littéraire, c'est parce que Simon ne voulait pas d'une histoire sombre et pessimiste. Il nous change donc le héros en lui donnant un nom, lui donne une nouvelle motivation, autre que la curiosité scientifique, en essayant de comprendre le principe de cause et de conséquence si cher au voyage dans le temps, et il termine sur une note beaucoup plus positive en nous offrant l'espoir. Je suis content qu'il soit parti. Il a peut-être fini par trouver un endroit où il peut être heureux. C'était ma maison. Sa maison. Le film n'est pas parfait. L'inexpérience de Simon Wells et la production chaotique qui en a découlé y sont pour beaucoup. Mais venir dire que le film est nul parce qu'il respecte pas le bouquin, c'est un peu maigre. Surtout que parfois ça foire pas mal. Donc on va encore parler de Senseiya. Tu vas critiquer le film qui vient de sortir? Non, ce serait tiré sur l'ambulance. On va parler de la version Netflix. Je vois pas en quoi c'est moins tiré sur l'ambulance. En 2019, Netflix sort Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque. Une série de 12 épisodes qui retrace, avec des énormes guillemets, le début du manga. Non, parce que l'animé des années 80, il a fait n'importe quoi avec sa première partie, mais on était encore loin du compte. Et le plus gros changement dans cette nouvelle version, c'est qu'ils ont fait du Chevalier d'Andromède une fille. Parce qu'il fallait que ça colle plus aux séries actuelles en mettant en avant un personnage féminin. Alors soit, mais dans ce cas-là, pourquoi vous avez pas mis en avant les personnages féminins qui existent déjà? Genre Shina, Marine, Shunrei, Esmeralda, Mio, ou, je sais pas moi, la déesse Athéna. Non mais, je suis pas fou, il a dit qu'il voulait pas tirer sur l'ambulance. C'est vrai, quitte à faire n'importe quoi, vous auriez pu rajouter Jude du Caméléon et avoir une équipe de 6 chevaliers. Je veux dire, ça fait des années que les fans imaginent des saintes féminines, que ce soit en dessin ou en fiction. Même Senseiya ne vous a pas attendu parce que 6 ans avant, ils ont sorti Senkiasho, un spin-off, avec une équipe de chevalières. Et non, changer le sexe d'un personnage n'est pas un souci non plus. Ça fait même des années que les chevaliers sont imaginés en version féminine. En revanche, faire de Shun une fille à la place de n'importe quel autre personnage principal, c'était la pire idée. Parce que Shun, il a une raison d'être dans l'histoire, en nous transmettant ses valeurs. Shun, c'est le personnage masculin, mais qui véhicule justement des valeurs féminines. Et encore une fois, je mets féminine entre guillemets. Dans ce monde de combattants qui se mettent sur la tronche en permanence, Shun est le seul à ne pas vouloir se battre. Il ne veut pas se battre dès le début du tournoi, où il n'affronte pas Jabu, et lui conseille juste d'abandonner. Entre nous, quand on y pense, c'est surtout une technique fourbe pour passer les combats sans se fatiguer. Mais ce n'est pas pour rien qu'il est non seulement le personnage dont l'armure est basée sur le sacrifice, et qu'il est en plus le seul à vouloir donner sa vie hors des combats. Shun, c'est le personnage qui, il y a 30 ans, avait déjà les valeurs qu'on essaye de mettre péniblement sur les personnages masculins à notre époque. Mais encore une fois, ils en ont fait une fille. Au bout d'un moment, c'est quoi le souci d'en avoir fait une fille? Bah, un personnage masculin avec ses valeurs, ça raconte plus qu'un personnage féminin avec ses mêmes valeurs. Parce que dans ce cas de figure, ça devient juste un personnage féminin lambda. Ce que je veux dire par là, c'est que le propos était bien plus intéressant dans l'œuvre originale. Une fois encore, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, et qui fait qu'on préfère une version à une autre. On accepte beaucoup plus une nouvelle version si les nouvelles valeurs sont meilleures, ou du moins égales. Mais si on considère ces valeurs comme moins bonnes, il y a de fortes chances pour qu'on trouve cette nouvelle adaptation moins bonne aussi. D'autant plus que le personnage de Shun va encore plus loin. Dans le manga et dans l'anime, Shun reste fidèle à lui-même. Il apprend que le combat est parfois nécessaire, mais il cherchera toujours un moyen de le régler d'une manière pacifique. Il joue encore des menaces contre le Chevalier des Poissons pour ne pas qu'il l'attaque, et il tiendra Io prisonnier avec sa chaîne pendant qu'il détruit son pilier dans l'arc Poséidon. Et dans la série de Netflix, ils ont fini par en faire un personnage badass. Donc, non seulement il a des valeurs à l'opposé de celles qu'il véhiculait,
Mais en plus, du coup, c'est devenu Iki. Donc pourquoi vous avez pas fait de Iki une femme? Et puis, il y a le souci du masque. Ouais, on en revient au lore et au principe qu'on s'en fout dans l'adaptation. Mais au sein de son propre lore, une adaptation se doit d'être logique. Faut pas juste changer quand ça arrange le scénario. Or, dans Senseiya, les chevalières portent des masques. C'est expliqué le pourquoi dans la diégèse, et bien entendu, pour l'histoire, ça permet juste de mettre le doute sur le lien entre Marine et la sœur de Seiya, Seika, que ce dernier recherche. Enfin, on nous dit qu'il la recherche, mais fondamentalement, on ne le voit jamais faire. Et deuxièmement, la révélation finale est aussi vite expédiée qu'un messager perse en visite à Sparte. Sauf que, ici, Shun ne porte pas de masque, parce que ce serait chiant d'avoir un personnage principal toujours masqué. Coucou les super-héros américains qui n'ont jamais et qui ne porteront jamais de masque de toute leur carrière. Alors, soit on peut imaginer que dans cette nouvelle adaptation, l'histoire des masques est tombée à l'eau. Il suffit de trouver une autre raison pour que Seiya se joigne à l'aventure, et c'est plié. N'est-ce pas? Bordel de merde, tu peux faire une transition histoire qu'on passe vite au sujet suivant? Le fanservice. Ok, on va parler de fanservice. Quand on a des adaptations, que ce soit de n'importe quel média vers n'importe quel média, on présente bien souvent des images qui nous rappellent l'œuvre de base. Histoire de susciter chez nous cette vibe de « Oh, vous avez vu? C'est comme dans « Insérer ici œuvre originale ». Sauf que le fanservice, bien souvent, c'est décevant. Alors, le fanservice, déjà, il ne trouve pas son origine dans les adaptations. Comme son nom l'indique, son but premier, c'est de faire plaisir aux fans en leur donnant ce qu'ils veulent. Par exemple, Vegeta, qui obtient une scène où il botte des culs, c'est aussi pour contenter les fans du personnage, qui veulent voir leur héros au centre de l'action après avoir été ridiculisé. Bien entendu, c'est le plus souvent pour présenter les personnages féminins qui sont mis dans des situations aguicheuses. D'ailleurs, on sait qui est-ce qui a lancé cette mode de mettre des scènes de onsen dans à peu près tous les animés du monde. Au passage, on rappelle que Gurren Lagann est sans doute celui qui a le meilleur épisode à ce sujet. Et même au-delà des animés, si on remonte assez loin, le terme de fanservice, il a été utilisé pour la première fois dans les années 50, lors de la sortie du film Madina, la fille sans voile, avec Brigitte Bardot. Film dans lequel Brigitte Bardot est en bikini, comme faire le fanservice dont on parlait plus tôt. Déjà ça, mais en plus, la Brigitte, elle avait du succès outre-Atlantique, et deux amis anglophones ont bien entendu traduit le film, en l'appelant Madina, la fille en bikini, faisant de ce fanservice un véritable produit marketing. Mais dans le cas d'une adaptation, le fanservice a une toute autre raison, à savoir nous appâter, nous pauvres chalands que nous sommes. Personnellement, depuis quelques temps, je vois les gens qui font ce genre de pratique comme ça. Bah ça va, il a la tenue orange là, comme dans votre merde de manga là. Vous êtes content, non? Merci, joueur du grenier, pour ce personnage qui résume totalement le concept. Parce que, si les valeurs, c'est le fond, le fanservice, c'est un peu la forme. C'est génial de voir nos personnages préférés en live avec des costumes qui ressemblent au dessin, mais s'il n'y a rien derrière, bah ça tombe un peu à l'eau. Donc, le fanservice, il est ni bon ni mauvais, que ce soit dans une adaptation ou autre d'ailleurs. Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. Parce qu'on peut toujours raconter quelque chose d'intéressant, une façon de joindre l'utile à l'agréable. Toujours la meilleure scène de Onsen. Donc si vous allez voir une œuvre qui est tirée de n'importe quel média, rappelez-vous que dans une histoire, ce qui compte, c'est des valeurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grim Squeaker pour vous servir.